Bonjour ou rebonjour à tous, merci d'être venus pour cette première édition du forum. Donc on va démarrer la troisième conférence table ronde de la journée qui s'intitule « Où s'installer, où exercer et pourquoi ?» Pour cette table ronde, on a 4 intervenants. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre de gauche à droite de la table ronde. Donc professeur Philippe Offliger, qui est professeur de médecine générale. Nous avons à côté docteur Jean-Michel Benatar, qui est gastro-entérologue libéral à Nice. Ensuite, nous avons docteur Martine Langlois, médecine générale, et qui est en charge de la Fédération des maisons de santé. Et pour terminer, docteur David Darmon, qui est maître de conférence en médecine générale également. Donc on va commencer comme pour les autres conférences avec un propos introductif des intervenants sur environ 15 minutes durant lesquelles ils vont vous donner les messages clés sur ce thème, et après on va passer sur un format de questions-réponses, donc environ une trentaine de minutes durant lesquelles vous pouvez poser toutes vos questions sur cette thématique. Donc vous voyez, on a à la fois des médecins généralistes et aussi des médecins spécialistes libéraux. Voilà, c'est à vous. Merci Robin. D'abord, félicitations pour ce forum qui est, pour une première, je trouve une réussite par nombre de participants, la diversité et les échanges entre les différentes spécialités, la ville et l'hôpital. Et c'est une très bonne idée d'avoir eu l'idée de ce forum. Alors, j'ai déjà eu beaucoup d'échanges avec certains d'entre vous là devant le stand. Donc, beaucoup m'ont parlé de leur méconnaissance de la médecine générale. Donc moi j'exerce la médecine générale depuis bientôt 40 ans. Et je voulais rappeler en introduction justement quelques idées forces avant de répondre à toutes vos questions qui sont encore sans réponse concernant les craintes et les peurs que vous pouvez avoir, ou comment s'installer, s'exercer, etc. Je voudrais rappeler donc la définition, les caractéristiques de la médecine générale, puisque certains m'ont parlé d'exercer la médecine générale à l'hôpital, etc., et de la médecine générale ambulatoire. En fait, la médecine générale, elle a été définie par la WONCA, la World Organization of Family Doctors, qui a défini 11 caractéristiques. Je ne vais pas vous les citer, les 11 caractéristiques, mais je reprends les caractéristiques principales de la médecine générale. C'est l'approche globale, les soins centrés sur la personne et non sur l'organe, le modèle holistique, qui prend en compte l'individu dans sa globalité, c'est-à-dire son environnement, en plus de ses problèmes de santé, son aspect psychologique, l'aspect social. Comme autre caractéristique, donc, c'est que le médecin généraliste s'occupe de la gestion des soins primaires, c'est-à-dire de premier recours, et que la médecine générale a une approche communautaire et non individuelle. Donc voilà des caractéristiques principales qui font que la médecine générale, c'est devenu une discipline scientifique, universitaire maintenant, depuis 2004. Et donc il y a une carrière universitaire de médecine générale possible en étant ancien interne de médecine générale. Donc cette discipline a son propre contenu d'enseignement, ses niveaux de preuve, sa pratique. Elle se différencie des autres spécialités parce qu'elle se consacre donc aux soins primaires. Elle privilégie la démarche clinique par rapport à l'intervention technique. Et elle a pour but de satisfaire la majorité des besoins individuels de santé, dans une caractéristique aussi principale, une relation prolongée avec les patients, dans le cadre de la famille et de la communauté. Donc c'est la médecine, on appelle en Angleterre primary care, family practice, donc la médecine de premier recours, la médecine de famille, une médecine ambulatoire et de proximité. Sa place dans le système de soins est considérable et très importante dans notre organisation du système de santé. Et plusieurs rapports de l'OMS, de l'OCDE ont montré que plus le système de soins a une orientation vers les soins primaires, plus les coûts pour le système de santé sont bas et meilleurs sont les indicateurs de santé, morbidité, mortalité et la satisfaction des usagers. C'est pour ça que les politiques, recentre l'organisation des soins vers les soins primaires. Donc ça, c'est un petit peu les définitions, la théorie. Alors, la médecine générale
le thème, c'est pourquoi s'installer et pourquoi s'installer en ville et pourquoi exercer la médecine générale. Je vous donne quelques idées comme ça qu'on partage avec les collègues qui ici représentent aussi notre discipline. D'abord, vous avez, enfin, pour l'instant encore, ça peut changer, la liberté de créer quelque chose à votre image, d'exercer une médecine qui correspond à vos valeurs et au service de la population. Donc, vous savez qu'il y a des rumeurs de contraintes qui tournent depuis longtemps dans les milieux politiques. Enfin, nous, on résistera le plus possible aux idées de contraintes. On ne peut pas contraindre un médecin qui a fait 10 ans d'études à faire des choses qu'il ne veut pas faire et exercer un métier dans ces conditions-là. Ça paraît peu possible. Donc, la contrainte n'est pas le meilleur moteur pour attirer les gens vers une discipline. C'est la valorisation et la reconnaissance de cette discipline qui sont les meilleurs moteurs. On est passé d'une approche individuelle, quand je me suis installé moi, maintenant à une approche populationnelle, de la santé, une approche territoriale, plutôt qu'une approche dite de clientèle, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que moi, en tant que médecin généraliste, je me sens la responsabilité de la santé d'une population sur un territoire, plutôt que de la responsabilité individuelle de la santé d'une personne. Et donc le médecin généraliste, c'est un acteur citoyen dans son quartier, dans sa ville, dans son canton, dans son village. Et il se doit d'avoir un regard sur tout ce qui se passe autour. Et il a une place à prendre et qui est très importante et qui lui est reconnue par la population et un petit peu maintenant, un petit peu par les institutions, dans le cadre, on va les dire, politique et institutionnel. La médecine générale, on en a discuté avec certains d'entre vous. Certains disent c'est la routine, on fait toujours la même chose, on renouvelle des ordonnances. En fait, c'est un exercice très diversifié et multiforme. On y voit, alors on exerce 88% au cabinet, 12% en visite à domicile. Ça, c'est des moyennes et des statistiques que j'ai reprises sur les dernières données. Hein. Les actes contiennent un petit peu une majorité de femmes, 55%. Mais en médecine générale, on voit des gens qui sont suivis régulièrement, donc des pathologies chroniques. Alors on peut suivre beaucoup les malades âgés, multimorbides et qui ont atteint de pathologies chroniques, mais on y fait aussi beaucoup de prévention, de dépistage et de vaccination, qui fait partie de la prévention. On y voit des pathologies aiguës, comme par exemple des pathologies infectieuses, mais aussi d'autres pathologies aiguës. Et d'ailleurs, on peut y faire de l'urgence en participant à la permanence des soins, en participant à des maisons médicales de garde, en participant à la régulation au centre 15. On y voit des pathologies dermatologiques, digestives, psychiques, des troubles de l'appareil locomoteur, des pathologies liées au cancer. C'est extrêmement diversifié dans une même journée. Vous voyez beaucoup de choses. On y voit des patients d'âge très différents, c'est-à-dire du nourrisson jusqu'au vieillard. On soigne des femmes, des enfants. Il y a une évolutivité possible de carrière aussi, c'est souvent une idée reçue que quand on est généraliste, on est seul dans son cabinet, ou quand on est médecin libéral, en général, on est seul dans son cabinet, on n'a pas d'évolutivité de carrière. En fait, notre parcours peut tout à fait évoluer par la formation continue, par un exercice associant plusieurs modes. Vous pouvez être principalement libéral, mais aussi salarié, faire des soins de prévention, de l'éducation, faire de l'enseignement, hein, donc à la faculté aussi, tout en continuant à exercer comme médecin libéral. Donc, pour le reste, j'ai recueilli un petit peu un certain nombre de données sur des enquêtes et des études, et je pourrais vous répondre plus précisément avec des chiffres sur tout ce que vous voulez savoir, avec mes collègues, sur l'installation, comment s'installer, où s'installer, les modes d'exercice, voire même la rémunération, si ça intéresse certains, en comparaison avec différentes spécialités pour l'exercice libéral, avec les derniers chiffres de l'enquête de la Caisse autonome de retraite des médecins français. Donc voilà ma première introduction pour vous présenter la médecine générale. Bonjour, donc je suis gastro-entérologue libéral installé à Nice depuis 30 ans
Et je voulais juste savoir, alors donc je remercie Robin Jouan pour cette initiative, et puis je voulais dire qu'effectivement, en tant que spécialiste libéral, j'ai assez rarement l'occasion de parler avec des étudiants, et donc je suis très heureux d'être ici. Et par contre, je voudrais savoir à qui je parle. Juste, si vous pouvez me dire, que je comprenne, ou Robin, combien de personnes sont en 4e année, par exemple? Ça fait combien? Combien ça fait? 4e année. Ensuite, 5e année. Voilà. Ensuite, 6e année. C'est bien d'être venu, bravo. Hein. Oui, voilà. Et est-ce qu'il y en a qui sont ni en 4e, ni en 5e, ni en 6e année? C'est la 3e année, c'est ça? La 3e année, c'est ça? Et je crois que j'avais vu tout à l'heure même des 2e années qui étaient... Voilà. D'accord, donc c'est vraiment complètement diversifié. Alors moi, je n'avais pas trop préparé de quoi que ce soit parce que je pensais qu'on allait surtout répondre à vos questionnements. C'est un peu cette idée de quand on rencontre un patient à chaque consultation, ben, en fait, on ne sait jamais ce qui va se passer et c'est toujours une surprise. C'est-à-dire on est vraiment un métier de la surprise et un métier de l'imprévisible, en fait. Et nous, notre travail à nous, c'est de répondre vraiment spécifiquement aux besoins du patient. Et pour répondre aux besoins du patient, il faut lui donner un espace de parole, il faut lui donner le pouvoir, il faut lui donner un espace d'accueil et il faut qu'il se sente en confiance. En fait, je dirais que pour soigner quelqu'un, il faut arriver à le rencontrer. C'est quelque chose qui est très compliqué et c'est quelque chose qui s'apprend peu à la faculté, à l'université. Et donc ce que je dirais, c'est qu'il faut prendre l'habitude dès le début de savoir que vous n'allez pas acquérir toutes les compétences qui vous sont nécessaires à votre métier à la faculté, à l'université, et que vous avez peut-être un travail personnel pour aller voir ailleurs ce qui se passe. Voilà, ne pas rester sclérosé uniquement dans le savoir qu'on vous propose ici, même si c'est de ça dont dépend les ECN et l'internat, mais sachez qu'il y a autre chose ailleurs, et que si vous restez fixé uniquement sur les ECN, vous ne pourrez pas travailler de façon normale et vous serez souvent, peut-être ce qui était le thème de la conférence précédente, vous serez souvent en souffrance. Et donc pour éviter la souffrance, il faut que vous alliez voir ailleurs et que vous développiez votre esprit critique, en fait. Ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit M. Aufligère juste avant, c'est-à-dire le métier de médecin, c'est un métier de liberté et d'émancipation. Bien qu'on soit dans un milieu de contraintes, vous allez pouvoir exercer à votre image. C'est quelque chose qui peut ne pas avoir lieu à l'hôpital, mais qui peut avoir lieu en ville. C'est-à-dire vous allez chacun inventer votre exercice et votre façon d'exercer en fonction de votre personnalité, en fonction de votre connaissance, de vos connaissances, de vos expériences. Je ne connais pas d'autres métiers qui soient aussi intéressants et aussi ouverts et aussi créatifs. C'est-à-dire que je dirais qu'une consultation réussie, c'est une consultation au bout de laquelle vous aurez créé une œuvre, ou voire une œuvre d'art avec votre patient, c'est-à-dire qu'à la fin de la consultation, il faut que vous ayez co-créé quelque chose ensemble. À chaque consultation, entre les deux êtres humains, donc le professionnel de santé et son patient. Ça, c'est quelque chose, on va dire que pour devenir médecin, c'est un travail de toute la vie qui commence à la 2e année de médecine et qui se finit quand on part à la retraite. C'est-à-dire vous devenez médecin chaque jour en fonction de vos rencontres, en fonction du savoir que vous pouvez acquérir. Et c'est ça, vous êtes en totale transformation en permanence. Il faut accepter cette instabilité et qui fait un peu l'intérêt du métier. Ce que je veux dire, j'ai comme je suis comme Robin,
on est beaucoup sur les réseaux et on est beaucoup sur la réflexion critique et sur la déprescription. On s'intéresse beaucoup à la revue Prescrire, au syndicat Formindep. C'est des choses dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Mais en tout cas... C'est un item de l'ECN bientôt. Ah. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'en France, il y a une sortie de consultation sans prescription sur 10 patients. Et moi, dans ma façon de travailler, j'ai 6 patients qui sortent de la consultation sans rien, sans médicaments, sans prescription biologique et sans prescription médicamenteuse et sans prescription d'examen. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs façons d'exercer quand on s'intéresse à ce qui s'appelle la médecine, médecine holistique ou médecine de la personne, et que bien que j'ai une spécialité d'organes, hépatogastroentérologie, je ne soigne pas je soigne des maladies et des organes, mais je soigne aussi des personnes. Et donc ça s'appelle, on appelle ça devenir soignant ou devenir care curer ou cure carer, c'est-à-dire à la fois technoscientifique, mais à la fois on est des êtres humains qui entrent en relation avec d'autres êtres humains. Voilà, je passe la parole. Merci. Alors, je vais faire encore plus court. Désolée pour ma voix, j'essaie de faire le mieux possible. Alors, moi, je suis très intéressée par l'exercice pluriprofessionnel coordonné. Aujourd'hui, vous avez appris des compétences et des connaissances de médecin que vous allez garder pour 80%, 90% de votre patientèle. Et il y aura un certain nombre de patients, donc 5-10%, qui seront un peu différents, qui auront besoin de plusieurs acteurs pour pouvoir se soigner. Et c'est tout l'enjeu des équipes de soins primaires pluriprofessionnelles et surtout coordonnées. C'est un exercice professionnels différents et c'est ça qui est l'intérieur des maisons et des pôles de santé et c'est ça qui fait la valeur métier de ces organisations. Il faut oublier ce mot de maison qui est à l'origine du mouvement qui remonte à une dizaine d'années, qui est né dans des vallées, dont l'intérêt était justement que les professionnels puissent se regrouper pour avoir une vie privée, ne pas travailler comme des fous pendant tout le temps. Mais ça a beaucoup évolué et aujourd'hui, c'est surtout le concept de l'intérieur de cette maison qu'il faut retenir. Et le mot c'est exercice pluriprofessionnel coordonné. À partir de là, vous avez plusieurs types de structures qui permettent de mettre en jeu. Ce ne sont plus que des moyens financiers à côté. Mais le côté organisationnel maison, professionnel, pardon, c'est la chose la plus, la brique de base. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, il y a un protocole de coopération et de délégation de tâches entre un médecin et un paramédical. Il y en a 2 en ce moment qui sont validés en ville, mais il y en aura certainement d'autres. Il y en a un, c'est santé publique avec une infirmière azalée qui va faire de l'éducation thérapeutique pour le patient, qui va faire un électrocardiogramme pour le patient diabétique, qui va faire par exemple l'examen microfilament, qui va prescrire l'hémoglobine glyquée que vous avez oublié de prescrire tous les 3 mois, donc elle va pouvoir vous proposer une prescription. Voilà, donc ça c'est un protocole qui est très très encadré, qui est vraiment bien décrit. Elle n'a pas le droit de faire tout à votre place, hein, loin de là, et vous ne perdez rien de la gestion du dossier de votre patient. Donc ça c'est un exemple. Puis le deuxième exemple, c'est la filière visuelle. Il y a de plus en plus de patients qui ne peuvent pas avoir recours à un ophtalmo pour leur fond d'œil, notamment dans notre région pour des raisons financières. Pour d'autres régions, c'est parce qu'il n'y a pas d'ophtalmo. Et malgré tout, on a besoin de fond d'œil. Donc les opticiens, les orthoptistes sont validés comme étant possiblement effecteurs de ces rétinographies et qui vont être lues à distance par des ophtalmos qui vont faire ça un peu à la chaîne. Voilà. Et donc et puis peut-être demain il y aura des systèmes experts informatiques qui liront ces rétinographies. Donc là c'est un deuxième protocole qui aujourd'hui existe. Voilà, c'est un exemple de pluriprofessionnalité et il y en a d'autres. Voilà, et il y a des moyens organisationnels et il y a des moyens financiers pour travailler comme ça différemment. Voilà, si ça vous pose des questions et que vous avez besoin de réponses.
on recevra tout à l'heure. Merci Martine. Bonjour à tous, donc je m'appelle David Darmon. C'est effectivement, je pense que depuis qu'on fait des cours à la faculté, c'est rare d'avoir un auditoire aussi divers que celui-là. Donc Robin a tout à fait eu une bonne idée que de promouvoir cet événement, et nous, ça nous donne une tribune pour vous donner un petit peu des ouvertures. Je vais essayer d'ancrer tout ce qu'on vous a dit sur une histoire. Autant qu'à faire, je vais utiliser la mienne pour vous expliquer comment je suis devenu médecin généraliste. Peut-être pour que ce soit un peu plus parlant. Donc, je suis un pur produit niçois. Donc, je suis né à Nice. J'ai fait ma fac à Nice. Avant de faire médecine, j'avais commencé une prépa, mais je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc, que j'avais besoin de relationnel. Donc déjà, ça m'orientait vers différents métiers, en particulier celui de médecin. Et donc pendant mes premières années, j'avoue que c'était un petit peu le flou par rapport à la spécialité, notamment parce que dans ma tête, c'était que je voulais être médecin, mais à aucun moment je suis rentré en me disant je veux être ophtalmo, ou je veux être gastro-entérologue, ou je veux être neurologue, tout simplement parce que je savais pas ce que c'était. Alors évidemment, on apprend des choses, on est dans la physio, on a du mal à voir les finalités quand on est au début des études. Alors je parle surtout pour ceux qui sont en deuxième année. Donc on sort de la P1, c'est super, on a eu la médaille, et puis après on apprend des trucs, on est dans les services, on nous apprend des signes, mais on a du mal à voir parfois à quoi ça peut bien servir au final. Donc je pense que c'est super que vous ayez eu cet événement-là, parce que ce qu'on essaie de vous dire aussi, et je crois que c'est aussi un peu le message de Jean-Michel, c'est qu'il y a des choses en dehors de la fac, donc voir un peu comment les médecins sont inclus dans la société, quels sont leurs rôles, et vous verrez qu'il y a beaucoup de médecins qui font d'autres choses que purement de la médecine, mais de par leur statut de médecin, ils sont inclus dans la vie de la cité. Mais aussi au niveau de la fac, les portes sont ouvertes. C'est-à-dire que si vous voulez venir voir dans les cabinets de médecine générale, c'est possible. Et il se trouve que vous avez quand même des stages pendant l'externat. Et pour répondre à... Je rajoute juste une question, parce que donc c'est où s'installer, où exercer, pourquoi. Mais je pense que pour moi, du coup, la question peut-être qui se posait, c'était pourquoi faire médecine générale. Je pense que faire médecine générale, d'abord, on le fait parce que ça nous plaît. Mais ça nous plaît, et pour savoir si ça nous plaît, il faut aller voir comment ça se passe. Donc là, actuellement, on a à peu près 30% des promotions d'externes qui peuvent passer en médecine générale. Mais si c'est quelque chose qui vous dit que malheureusement vous n'avez pas la possibilité d'aller dans les stages en ville, vous pouvez toquer à la porte des maîtres de stage de l'université. Il y en a à peu près plus d'une centaine. Et donc je suis sûr qu'ils seront ravis de vous accueillir pour quelques journées en plus de ce qu'ils font déjà. Ils en font déjà beaucoup. Mais bon, n'hésitez pas à venir vers nous. De la même façon, on a beaucoup d'enseignements qui sont à destination des internes, mais qui pourraient vous intéresser. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir ce qui se passe dans les différents cursus pour essayer d'imaginer ce qu'est la discipline. Donc ça, c'est la première chose. Donc moi, j'ai fait un stage à Falicon, un peu plus haut, chez le docteur Baldin. Et c'est là je me suis dit, tiens, c'est chouette, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. On a parlé un peu des ECN, évidemment on vous met une super pression, en gros si vous bossez pas vous finissez médecin généraliste. Je pense que ça il faut essayer de s'en affranchir et il faut aller un petit peu plus en avant, et puis après choisir vraiment sa spécialité en conscience, c'est-à-dire sur ce que vous voulez vraiment être à la fin. Par rapport à où s'installer, alors je garde toujours mon exemple, donc j'ai fait mon internat. Et durant mon internat, j'ai eu la chance donc de faire mon stage aussi donc chez le praticien. J'étais chez 2 praticiens. Et chez un des praticiens, on m'avait proposé du coup de continuer, parce que donc ils m'avaient connu pendant mon exercice, pendant mon internat. Et du coup, ils m'ont proposé de continuer là-bas. Pour des raisons X ou Y, je n'ai pas pu rester là-bas, mais on m'a proposé un autre poste à Bagnols-en-Forêt. Donc pour ceux qui connaissent, c'est dans le Var, à peu près à 1 heure d'ici. C'est un exercice qui m'a beaucoup plu. C'était aussi dans le cadre d'un clinicat de médecine générale, puisque donc en médecine générale, vous avez aussi la possibilité d'être chef de clinique, c'est-à-dire d'avoir un mi-temps en exercice et un mi-temps enseignement-recherche. Et l'avantage de travailler à Bagnols-en-Forêt, c'est que c'était du semi-rural. Alors
pourquoi j'étais content de travailler là-bas, c'était que je voulais avoir un exercice diversifié. Il y a beaucoup moins de spécialistes d'organes, il y a moins de gynéco, il y a moins de pédiatres. Et du coup, les patients, quand ils ont un besoin de santé, ben, ils viennent d'abord vers vous. Et donc ça vous pousse à augmenter vos compétences et à faire des choses beaucoup plus larges. En ville, c'est des fois plus compliqué parce qu'il y a, surtout dans nos contrées en littoral, beaucoup de spécialités. Et ça peut être un peu plus difficile de faire son trou, mais ça reste toujours possible. On a parmi nos maîtres de stage, des maîtres de stage qui font beaucoup de gynéco, qui font du suivi classique et qui n'ont pas forcément besoin de faire appel à un spécialiste de gynécologie, par exemple. Donc c'est toujours possible, et c'est ce qu'on essaie de vous dire, c'est que vous allez modeler votre exercice comme vous l'entendez. C'est un petit peu ça quand même l'avantage en médecine générale, c'est que vous avez un panel qui est très large et que si sur certains aspects vous voulez le garder, c'est toujours possible. Donc je suis resté 3 ans à Bagnols-en-Forêt, et puis au bout d'un moment ça me paraissait un peu long, et puis un peu loin, et j'aimais bien vivre sur Nice. Je me suis rapproché, et actuellement donc je suis à Roquefort-les-Pins. C'est à une demi-heure de Nice, mais c'est pas si loin que ça quand même. Et donc on est 5 médecins avec 2 infirmières, et on travaille dans le cadre d'un pôle de santé avec Martine justement qui est sur Valbonne. On a donc un groupe où on échange, où on partage des façons de prendre en charge les patients. Donc cet esprit d'équipe que vous pouvez connaître à l'hôpital, qui pourrait vous faire que vous pensez peut-être ne pas avoir en exerçant en ville, il peut exister quand même, à condition que vous le décidiez. Donc ça, finalement, vous avez un peu le choix. Et donc moi j'ai décidé de changer. Donc pourquoi, où exercer? Parce que ça restait quelque chose de semi-rural, en équipe, et c'était un exercice qui me convenait. Alors après, vous allez avoir beaucoup d'offres sur des endroits où il n'y a plus de médecins. Ça, vous avez déjà dû en entendre parler. C'est toujours très intéressant de pouvoir travailler dans des milieux de ce type-là, parce que vous allez remplir vraiment un besoin par rapport à la population. Donc ça dépend aussi de la conviction que vous avez par rapport à votre rôle social en tant que médecin. Mais il y a toujours la possibilité d'avoir des aides dans ces milieux-là pour pouvoir monter des dispositifs pluriprofessionnels notamment. Donc voilà. Après, ce que je peux vous dire aussi quand on dit aller voir ailleurs, c'est n'hésitez pas à côtoyer les infirmiers, les kinés. Certainement en première année, vous avez eu des gens avec qui vous avez lié certains contacts plus ou moins proches, qui sont partis après dans d'autres exercices comme donc kiné, infirmière. Mais ces gens-là, il faut essayer de garder des contacts avec eux, parce que peut-être plus tard, c'est les gens avec lesquels vous allez bosser en ville. On essaie de plus en plus de garder des liens. Dans le DES de médecine G, on commence à avoir des formations interprofessionnelles avec les infirmières, justement, pour essayer de faire émaner ces embryons d'équipes avec des gens d'horizons diverses. Donc, tout ça, je vais peut-être m'arrêter là, ok. Voilà, donc ça vous apporte à plein de questions, j'imagine. Après, si vous voulez, on peut parler des charges, de l'administratif, tout ça. Franchement, je déteste ça, et pourtant, j'arrive très bien à travailler en ville. Donc c'est possible. Et pour l'instant, j'ai pas eu de contrôle ni URSAF, je suis pas en prison, tout va bien. Donc voilà. Voilà. Bon, merci en tout cas à tous les 4 d'avoir parlé de différents sujets, et je pense je vous laisse les applaudir. Hein. Je me suis permis un peu d'écourter pour qu'on garde assez de temps quand même pour que les étudiants puissent vous poser des questions qui seront peut-être un peu plus pratico-pratiques sur l'installation, comment, quelle démarche, etc. Je suis sûr qu'ils ont plein de questions